Quand on est diplômé de Normal Sup, est-ce que c'est dans la génétique? Est-ce que ça rassure un banquier de dire ce monsieur sort de Normal Sup? Est-ce que c'était le cas? Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Alors, c'est marrant parce que, d'ailleurs, je ne sais pas si, avec toutes les remarques que tu as fait avant, je n'avais pas compris si c'était une introduction élogieuse ou un savonnage de planche que tu m'avais fait. Ah non, pas du tout. Mais sur ce qui est Normal Sup pur, ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, les gens me considéraient comme un chercheur. Oui. Alors, c'est très honorifique. C'est superbe. Sauf que, côté business, on se dit, il doit être perché, quoi. Le gars, il ne doit pas avoir les pieds sur terre. J'ai même un investisseur une fois qui a avoué plusieurs années après ne pas avoir investi sur Blablacar parce qu'il s'est dit j'ai jamais vu un Normalien faire un business qui tient debout. Donc en fait c'est assez marrant parce qu'il y a cette ambivalence de l'admiration peut-être ou du respect de la formation par la recherche et puis ensuite de tout ce qui est recherche fondamentale, qui est quelque chose de compliqué quand même à faire, mais en même temps de l'inadéquation de cette discipline-là avec potentiellement ce qu'on peut faire en business. Et donc moi, en fait, comme je suis rentré à Normal Sup en étant plutôt du genre travailleur que du genre génial ou doué, tu vois, j'ai redoublé, j'ai fait maths sup, maths spé, maths spé, j'ai fait 5,5. Voilà, Qui n'a pas redoublé ici, juste pour voir, parce que... Eh ben voilà, t'en as 2, moralement là-bas, c'est pas vrai. Tous les docteurs en économie, c'est... non mais voilà, donc moi je travaille beaucoup, et donc quand tu travailles beaucoup, tu arrives au niveau des gens qui ont quelque chose de plus. Et donc voilà, mais ce qui m'a servi, c'est par contre par rapport à la formation par la recherche que Normal Sup donne, c'est cette approche extrêmement justement questionnante, créative, innovante et de devoir aussi explorer, expérimenter, surtout parce que moi j'ai fait de la physique et qu'en fait il y a un gros parallèle entre la physique et le business. Il y en a vraiment beaucoup en fait. Déjà en physique, tu apprends à compter tout ce qui bouge, tout ce qui rentre, tout ce qui sort. Enfin, tu vois, quand tu prends un objet, tu regardes la température qui rentre, les molécules qui rentrent, qui sortent, tout. En fait, tu comptes tout et puis tu fais des dérivés partiels par rapport à tout ce qui bouge. Et ben, en business, c'est exactement pareil. Moi, je trouve, quand on considère une société comme un tout, on doit mesurer toutes les composantes de l'activité en faisant des dérivés partiels par rapport aux différentes... alors, j'imagine que vous ne faites pas des dérivés partiels tous les jours. Si, ma mère, prof de maths, oui, mais quelqu'un... Mais voilà, il y a ça, et puis il y a l'expérimentation, surtout quand on est en innovation, en création de start-up, on doit essayer des choses, et puis des fois ça marche pas, c'est des expérimentations qui marchent pas. On a tous l'image en tête du savant fou qui essaye un truc avec ses tubes à essai et puis ça lui explose à la tête. Des fois ça arrive aussi quand on est en start-up, donc il y a ce parallèle-là. Voilà, donc par contre, faut être persévérant. Qui a trouvé cette marque Blablacar? Alors, il se trouve que c'est moi, mais dans une... dans une période de 5 heures de du matin, réflexion, après une petite soirée entre amis? C'était 1h du matin. Ah. Non, c'est pas, non, après une grosse journée de boulot. Mais à 1h du matin, tu sais, mais il y a des moments, vous avez tous dû remarquer, on a des moments dans nos journées, un où on se réveille et un où on se couche, durant lesquels notre cerveau ne fonctionne pas de la même manière. Ça s'appelle une période d'hypnagogie, ça a un nom. Hein. Et durant cette période-là, notre cerveau est extrêmement différent et créatif. Il s'autorise tout. Il n'a plus de limites. C'est-à-dire que quand on fait de la musique ou quand on fait des arts, c'est un moment où le cerveau va complètement partir à imaginer des trucs incroyables. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens qui sont artistes ou scénaristes ou des professions dans lesquelles il faut être assez créatif, imaginatif, eh bien, ils connaissent ces périodes-là. Et ils ont tout le temps un petit carnet à côté de leur lit ou un truc comme ça. C'est le moment, quoi. Et oui, et alors par contre, il faut avoir le courage quand tu es juste en train de t'endormir, il faut avoir le courage de te relever pour aller noter l'idée que tu as, parce que sinon, après, tu t'endors et tu l'oublies. Il faudra une femme sympa aussi. Ouais. Oui, alors peut-être qu'elle dort déjà. Et donc, c'est pendant une période comme ça où j'étais en train de m'endormir à moitié sur mon ordinateur et j'avais une page parce on s'appelait covoiturage.fr à l'époque. Ouais. Et donc il y a des pages pour décrire les conducteurs et puis sur chaque profil de conducteur, on indique si les gens sont... Enfin, chacun doit indiquer s'il est plutôt blabla ou blablabla, ce qui indique s'il parle beaucoup ou pas en voiture, parce que tu choisis si tu es voiture fumeur ou pas. Bon, ça n'existe plus beaucoup, mais il y en a encore. Si tu écoutes de la musique, si tu acceptes les animaux ou pas, et tu précises si tu parles beaucoup ou pas sur ton profil. Parce que c'est important, quand tu vas passer 3, 4, 5 heures avec quelqu'un en voiture, de savoir si tu vas être obligé de parler tout long ou pas. C'est la profession. Tu prends par exemple coiffeur. Non, je plaisante. Allez, oui. Bon, et donc, ça y est aussi dans le profil. mais donc, du coup...
tu choisis c'était blablabla ou blablabla. Et là, j'étais devant un profil avec mes yeux un peu flous, et puis je savais que je cherchais une marque un peu anglo-saxonne, donc j'avais des mots anglo-saxons qui me venaient. Je vois le gars qui était blabla. Donc lui était blabla sur son profil, et à côté la photo de sa voiture. Puis je fais blabla car, je dis bah tiens, ma merde, c'était écrit dessus. Oh là 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 là. Et donc voilà, c'est comme ça. Alors après, ça n'a pas été facile non plus au conseil d'administration de donner le nom. J'ai eu un petit moment de solitude. Hein. Ouais. Ouais. Alors, elle vaut combien cette marque aujourd'hui là? Parce que on en parlait tout à l'heure. Je sais pas. En France, savoir quand c'est même, non, c'est de l'intangible. Hein. C'est vrai. C'est toujours le problème d'ailleurs dans des transactions de rachat. Une marque, ça n'a pas de prix. Ce que je sais, c'est qu'en France, on a une notoriété, une notoriété assistée de plus de 99,5%, ce qui est beaucoup. Mais je me demande toujours où sont les 0,5% qui nous connaissent pas. Ils sont pas là en tout cas. Et alors, raconte-nous donc aujourd'hui, avant de parler du bouquin, donc la résonance de Blablacar au niveau mondial, ça représente quoi aujourd'hui, Fred? Alors aujourd'hui, c'est 100 millions de personnes dans le monde qui utilisent Blablacar. On est dans 22 pays, on est sur 3 continents. On a des pays qui cartonnent comme le Brésil notamment, Mexique, on va jusqu'à l'Inde, on est aussi dans la plupart des pays d'Europe. En France, il y a 20 millions de personnes qui sont inscrites sur Blablacar, donc ça fait 40% de la population adulte, parce qu'en fait, pour faire Blablacar, faut avoir plus de 18 ans. Bah oui, mais c'est énorme. Enfin, en même temps, les gens qui utilisent des voitures, c'est énorme aussi. Il y a beaucoup de gens en fait qui utilisent des voitures, tout le monde. On a 38 millions de véhicules en France. Et voilà. Et donc, en fait, et en plus, la plupart des véhicules sont vides. Je pourrais te donner quelques chiffres. Tu veux des chiffres ou pas? Vas-y, bien sûr. Non, mais j'adore les chiffres. Donc, tu sais qu'une voiture passe 96% de sa vie arrêtée. 96% arrêté. Les feux rouges sont longs. Oui. Bah non, elle est garée. Ah, elle est garée. Elle passe 0,5% de sa vie dans les bouchons, 0,7% de sa vie à trouver une place de parking pour se garer. Il reste 2,8% du temps où effectivement une voiture va d'un point A à un point B, ce pourquoi on l'a conçue, et 3 fois sur 4 quand elle roule, elle a un conducteur à bord, donc 3 places libres. Et ensuite, tu regardes combien ça coûte une voiture. Une voiture à l'entretien à l'année, ça coûte 6 000 €. Quand tu comptes la dépréciation du véhicule, qui est énorme, parce que tu achètes la voiture à 20 000 €, tu la revends à 10 000, tu as perdu 1 000 ou 2 000 € par an. Après, tu comptes l'assurance, le parking, les réparations, les PV, les autoroutes, tout. L'essence, évidemment. Tu comptes tout ça, ça fait 6 000 € par an. Tu as 38 millions de véhicules, 38 millions fois 6 000, hop, à la louche, 200 milliards. Donc 10% du PIB. Donc en fait, l'usage qu'on fait de la voiture, c'est qu'on utilise un quart de 2,8% d'une ressource qui nous coûte 10% du PIB. Tu as tout compris, là, on suit? C'est bien. Voilà. Alors après, je pourrais aussi te dire que 96% de l'énergie d'une voiture dans laquelle il n'y a qu'un conducteur est dépensée pour déplacer de la tôle et faire de l'effet Joule, et qu'il n'y a que 4% qui sert à déplacer le corps humain. Donc voilà, et en plus on parle d'énergie fossile, et après on s'étonne que ça chauffe. Tu vois. Sachant qu'en plus, alors je peux pas partir sur autre chose, est-ce que tu sais quand est-ce que sont apparus les dinosaures? Il y a longtemps quand même. Il y a longtemps. Oui, Donald Trump est dépanné. 250 millions d'années, et ils sont morts, on sait, à moins 66 millions d'années, possiblement avec une météorite. Le pétrole lui-même a mis plusieurs dizaines de millions d'années à se créer. L'humain existe depuis 2,5 millions d'années, à peu près. Donc déjà, les dinosaures ont vécu 100 fois plus de temps sur la planète que nous, aujourd'hui. Et en fait, le pétrole a mis des dizaines de millions d'années à se mettre sous terre, et il ressort avec notre travail dans l'atmosphère en quelques dizaines d'années. Donc en fait, il y a un facteur 1 million. La Terre a mis 1 million de fois plus de temps à absorber le pétrole que ce qu'il nous faut pour le sortir du sol. Et donc en fait, ce qu'on fait, c'est que justement, on permet l'optimisation de cette énergie-là. Et donc évidemment, en ce moment, avec une sorte de retour au bon sens par rapport au prix de l'énergie, on se retrouve avec beaucoup de gens qui utilisent Blablacar actuellement pour aller partager les frais, évidemment, et moins polluer, et passer des bons moments et blablater. Alors, mission Blablacar. Donc là, l'idée, c'était quoi? C'est quoi ce bouquin? Et d'abord, est-ce que tu l'as écrit toi-même ou est-ce que tu as un nègre? Voilà. Et deuxièmement, tu as mis combien de temps avec ton nègre, tout seul, pour l'écrire? Non, alors j'ai écrit à peu près 95%, 90%, 95% du contenu. En fait, je me suis mis avec des co-auteurs, Laure Claire et Benoît, pour qu'ils apportent un regard un peu académique et qui m'aident aussi à aller trouver des parallèles entre l'histoire de Blablacar et d'autres business. C'est-à-dire que sur le bouquin, là, il y a aussi... Alors, j'ai demandé aux gens si j'écris un bouquin, qu'est-ce qui vous intéresse. En fait, les gens s'intéressaient plutôt aux coulisses. Ils voulaient savoir ce qui s'était passé derrière, tu vois. Donc je me suis dit je vais raconter quand même un peu ce qui se passe derrière. Mais moi, j'avais envie que ce soit
pas gratuit, entre guillemets, c'est-à-dire que toutes les anecdotes et toute l'histoire qu'on raconte servent et soient portables à d'autres activités, à d'autres business, pour avoir une sorte d'enseignement. Donc je voulais que tout ce que j'ai vécu soit synthétisable et applicable ailleurs. Et donc en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait 3 bouquins à écrire, puisqu'il y avait d'un côté le côté histoire coulisses, de l'autre le côté enseignement, et de l'autre ensuite, je voulais faire des parallèles avec d'autres business, avec d'autres activités. Donc il y a 40 pages sur le bouquin qui sont des exemples d'autres boîtes, par exemple la créativité chez Pixar, le recrutement chez Amazon, l'optimisme à la Maïf. Enfin bon, on prend plein de différentes thématiques comme ça qui sont abordées dans le bouquin et qui du coup font écho dans d'autres business et on voit comment ils les ont traités. Et puis pour raconter l'histoire, c'est une série de dialogues avec donc plein d'anecdotes, mais les enseignements qui vont avec surtout, c'est-à-dire que quand on lit une anecdote, eh bien on la retient mieux en fait du coup parce qu'il y a l'enseignement, mais il y a l'anecdote qui accroche. C'est d'ailleurs le principe beaucoup des MBA, tu sais, où on t'apprend la théorie, mais du coup tu accroches parce que tu as des cas concrets, parce que ça fait déjà 5 ans que tu as travaillé, donc du coup tu peux reprojeter la théorie qu'on te présente à des cas de situation que toi tu as vécu. Et puis à la fin, il y a une vingtaine de fiches méthodes qui sont des sujets qu'un entrepreneur ne peut pas se permettre de ne pas aborder quand il crée sa boîte. Ça va être le produit évidemment, la marque, la communication, le recrutement, l'international, la culture, enfin bon, tout un tas de choses qui font que quand tu es fondateur d'une boîte, tu dois forcément t'intéresser à ce sujet-là, sinon tu rates ta boîte. Voilà, ce qui fait que quand il est sorti, il a été qualifié de MBA à 19 €, ce qui m'a bien plu, parce que moi mon MBA, je l'ai payé un peu plus cher que 19 €. Qui l'a acheté à date? Très bien, qui va l'acheter ce soir? C'est cool ça. C'est parti. Et je vais pouvoir dédicacer. Alors je vous promets pas que ce sera très joli parce que du coup je vais faire ce que je peux pour que je vais écrire avec les autres doigts. Et là il y a une suite qui est prévue, il y a d'autres choses, c'est-à-dire ces rendez-vous avec Fred tous les 10 ans? Non, alors justement c'est marrant parce que quand tu as présenté le bouquin, tu as dit le dernier bouquin de Frédéric Mazella. En fait c'est le premier et je pense qu'effectivement tu as raison, c'est possiblement le dernier. Parce que d'une part j'ai passé 2 ans, j'ai passé à peu près 500 heures à l'écriture et à la lecture sur le bouquin. J'ai jamais eu l'intention d'écrire une série de bouquins. Ouais. J'en ai écrit un, je suis content parce que j'ai réussi à y mettre beaucoup de ce que j'ai appris, surtout beaucoup de ce que j'ai appris du terrain et que j'ai jamais appris en classe. Pourtant, j'ai été dans pas mal d'endroits parce que tu as parlé effectivement Normal Sup et Stanford, mais j'ai aussi été à l'INSEAD, donc j'ai fait un MBA d'une année là-bas. J'avais appris beaucoup de choses en business là-bas aussi. Là, j'ai mis des choses qu'on m'a pas appris en cours, à peu près nulle part. Empirique aussi. Et voilà, donc du coup... 19 € alors. Ah ouais, c'est pas cher. Tu reverses les bénéfices à une cause? Mais tu parles de bénéfices. Attends, c'est que je sais pas si... Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà écrit des bouquins ici? Ouais. Bon, vous savez ce que c'est. Enfin, je veux dire, on fait pas ça pour l'argent. Bah non, mais non, je sais pas. Alors, déjà, le coût de départ pour un bouquin comme ça, c'est facilement 10 à 15 000 € d'investissement pour faire le bouquin. Après, quand tu vends les bouquins, il a beau être vendu 19 €, toi tu récupères à peu près 1 €. Donc tu vois, des bouquins, il faut en vendre beaucoup. C'est pas pour les sous, voilà. Enfin, je veux dire, là, je suis déficitaire, mais de loin. Et je m'en fous. Et t'es content. Mais non, mais c'est pas. Quand on parle de bénéfices sur les bouquins, ça me fait rire parce que j'ai découvert toute cette industrie-là. En fait, il faut pas écrire des bouquins pour faire de l'argent. Ça, c'est une mauvaise idée. En parlant de bonnes choses, et bonnes œuvres et d'entrepreneuriat, Captain Cause, Fred. Qu'est-ce que c'est que Captain Cause? Ah oui, alors ça, c'est mon dernier projet. Je me suis beaucoup posé de questions sur. Déjà, je pense que je suis préoccupé, comme beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, par les grandes problématiques auxquelles on a affaire. Donc, changement climatique, problèmes sociétaux, santé, on a un peu tout en ce moment. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec l'entrepreneur que je suis à 45 ans versus quand j'avais 28 ans et que j'ai 26 ans quand j'ai démarré Blablacar. Quand j'ai démarré le Blablacar, j'avais donc rien. Je mangeais des pâtes et puis j'avais, pas de. Tu l'as acheté ton appart ou pas, Michel? Ouais, à 43 ans, j'ai acheté. Avant, j'étais locataire. Bah oui, mais parce que quand j'avais l'âge, tu vois, 26, 28, 30, j'avais tous mes copains qui, eux, investissaient dans de la pierre, on va dire, et moi j'investissais juste dans Blablacar. Puis en plus je me payais pas pendant 5 ans, je me suis pas payé pendant tout le temps de démarrage, pendant que mes copains eux ils avaient des salaires. Et puis tu vois, c'est marrant parce qu'on se rend pas compte de ça, mais évidemment quand on est entrepreneur au début on fait des sacrifices. Alors moi c'était pas, a posteriori je suis très content de le faire, et sur le moment aussi je voyais pas ça comme un sacrifice parce que c'était libératoire intellectuellement.
Donc moi j'étais très content. Mais c'est vrai qu'au niveau matériel, c'est plus compliqué. T'as pas de sous, voilà, concrètement. Donc voilà, je me suis posé la question, qu'est-ce que je devrais faire aujourd'hui avec ce que je sais, ce que j'ai appris, ce dont je dispose quelque part sur la table. Aujourd'hui, j'ai de l'expérience entrepreneuriale. J'ai beaucoup moins peur de créer un projet, parce que ça fait aussi un peu peur quand tu as quelque chose que tu ne connais pas. Et j'ai un succès aussi. Donc avec ça, un peu de notoriété et beaucoup de réseau. Je connais plein de gens. Je connais plein de gens qui bossent très très bien aussi. Et donc du coup, quand on crée une boîte, on se rend pas compte, il n'y a pas que les collaborateurs, il y a aussi tout ce qui entoure une boîte, tout l'écosystème autour, tous les partenaires qu'on va pouvoir avoir, aussi bien niveau avocat que niveau partenaire en tout genre pour créer son business. Et c'est bien d'avoir un réseau d'ailleurs. Enfin, c'est aussi pour ça que des endroits comme le Wine and Business Club existent, au-delà du plaisir de discuter du vin ensemble. Et donc, j'ai de l'accès au capital, je suis capable de lever des sous aujourd'hui, ce que je n'étais pas capable de faire du tout quand j'avais 26 ans. Aussi, j'ai un peu aussi, mais bon, pour financer une boîte, il faut quand même beaucoup d'argent. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Et là, je me suis dit, il faut que je trouve une solution pour répondre à ces problèmes-là, parce que sinon, dans 10 ans, je m'en voudrais, je n'aurais pas fait ce que je devais faire. Et donc, je me suis associé avec des jeunes. Donc là, on est 5. J'ai 4 cofondateurs qui ont entre 24 et 30 ans. Donc moi, j'ai un petit peu plus que 30 ans. Je me suis dit, je vais apporter tout ce que je peux à cette équipe-là pour qu'on cartonne sur le sujet. Alors, et l'idée, c'est, alors je vais y venir, puisque Captain Co, ce que ça fait, c'est un pont entre les entreprises et les associations qui portent des projets à impact dans le domaine de l'environnement, du social et de la santé. Qui ont toutes besoin d'argent. Qui ont toutes besoin d'argent. Les entreprises qui cherchent à agir, c'est qu'il y a 75% des employés des grandes entreprises qui sont mal à l'aise par rapport au fait que leur entreprise ne fait pas ou pas assez, en tout cas pour le monde extérieur. C'est des boîtes qui produisent un bon service ou un bon produit, mais qui ne s'occupent pas suffisamment de l'extérieur. En même temps, on a 90% des gens, ça c'est des sondages sur les 2-3 dernières années, qui attendent que les marques agissent, parce qu'ils savent que les marques et les grandes boîtes ont de l'argent en fait, et ils se disent mais quand même on aimerait bien qu'elles agissent. À côté de ça, nous on a vu qu'il y a une appétence, là on a fait des sondages extrêmement fortes pour les gens à essayer de soutenir justement les projets et les associations notamment d'intérêt général qui agissent dans le bon sens, et donc on crée un pont entre les entreprises et les associations, mais en impliquant les parties prenantes. Et c'est ça la grande nouveauté, c'est-à-dire qu'on permet à des entreprises de dire, moi j'ai un budget par exemple de 10 000 euros par exemple, pour la fin de l'année à donner à des bonnes œuvres, mais je vais demander à mes clients, à mes partenaires ou à mes collaborateurs, ou à tous, de choisir à qui on va donner. Et donc comme ça, chacun individuellement choisit avec son cœur comment aiguiller une partie du budget. Et ça rassemble tout le monde, tu vois. Et donc l'entreprise y trouve son compte parce que ça fidélise et ça augmente évidemment le capital responsabilité, on va dire, de la boîte, que de dire à tout le monde, on est tous humains, et ça c'est notre chance. Toutes les boîtes sont constituées d'humains et pas de machines. Donc c'est pas le fait du prince, le patron qui dit on donne à telle sauce. Voilà, il y a ça, exactement. Donc c'est pas décidé par le patron ou par un petit comité de 5 ou 10 ou 15 personnes qui dit, ou par exemple dans les fondations, tu vois, dans les fondations souvent c'est des comités qui choisissent à qui. Alors je dis pas que les choix sont pas bons, mais en fait quand on regarde par rapport à toutes les associations qui existent, tu sais que 1/10 des associations récupèrent 33% des budgets qui sont donnés en mécénat par les boîtes. Donc en fait, c'est tout le temps les mêmes qui récupèrent de l'argent. Il y a beaucoup de projets extrêmement valables. Qui sont médiatiques, qui sont aussi structurés pour faire le reporting qui est demandé, qui va avec et tout ça. Donc nous, on veut créer une plateforme dans laquelle toutes les associations ont leur place et ont moyen de se construire la confiance suffisante pour que les entreprises leur versent de l'argent pour qu'elles fassent leur action. Et cet argent est versé sur la base de l'aiguillage qui est fait par les collaborateurs. Et là, notre premier produit, c'est sur les cadeaux de fin d'année, typiquement, que les entreprises se font entre elles, où on dit remplacer peut-être des cadeaux classiques ou des goodies par des dons qui font du sens, et vous envoyez ça à vos clients ou vos partenaires, vous allez voir l'effet, ça ne va pas être le même, parce qu'ils vont choisir un projet à impact dans lequel ils vont aiguiller une partie de votre budget. Et en termes d'implication, c'est pas pareil que de recevoir. Et comment tu gagnes tes sous, enfin, pas toi, mais la boîte? Alors, on a un fonds de dotation qui reverse 100% des dons qui sont faits. Et à côté, nous, on a une plateforme évidemment de synchronisation de la communauté de l'entreprise avec l'entreprise, sur laquelle on a des fees qui sont basées principalement à l'usage. Et donc, il y a deux entités avec le fonds de dotation qui d'ailleurs permet de faire un guichet unique défiscalisant, puisque derrière, c'est que des associations
association d'intérêt général, donc il y a 60% qui est déductible. Donc ça remonte directement évidemment à l'entreprise qui a réparti le budget. Et à côté, nous, on a des fiches de plateforme très classiques, en dessous de ceux du crowdfunding. Le crowdfunding étant à 8%, je ne sais pas si vous savez un peu les standards. Vous voyez ce que c'est tous le crowdfunding, ouais. Nous, on est en dessous de ça largement. Mais disons que la plateforme tourne de cette manière-là en impliquant la communauté de nos Captain entreprises. Cause, ça s'écrit, c'est ça? Captain Cause. CaptainCause.com. Fred à la télé, c'est fini? Sur M6? Ben non, oui, alors sur M6 c'est fini, j'étais dans Qui veut être mon associé. Non, là depuis septembre j'ai une nouvelle émission, j'adore en fait, ça s'appelle Les Pionniers, c'est sur BFM Business, c'est tous les vendredis 19h. J'ai deux parties d'émission. J'ai une première partie d'émission. En fait, ce que je veux montrer, c'est que les entrepreneurs existent dans tous les domaines. Et pas seulement ce qu'on entend entrepreneur business. Moi, j'ai rencontré plein de gens phénoménaux qui sont en fait des entrepreneurs, mais dans d'autres domaines. Et je les fais venir en première partie pour expliquer de quelle manière ils innovent dans leur domaine. Donc j'ai reçu Tony Estanguet, j'ai reçu Claudie Aigneret, j'ai reçu Jean Le Cam, j'ai reçu Frédéric Lopez. Demain, je reçois Taï Chris. Tu cherches des gens connus ou pas forcément? Pas forcément. On cherche des gens qui ont vraiment une persévérance et qui ont appris à dompter leurs peurs, leurs doutes sur la route et qui du coup ont comme résultante des parcours généralement assez exceptionnels. Voilà. Donc et ça, puis je leur pose des demi-heure, questions que les autres ne leur posent pas. Ouais. Parce qu'en plus je les tutoie. Et je leur pose des questions. Moi, je suis entrepreneur, donc du coup, j'ai pas un rôle de journaliste. C'est ce que voulait BFM Business. Ils voulaient une émission dans laquelle ce soit pas un journaliste qui pose des questions, mais plutôt quelqu'un qui connaisse la vraie vie. Ouais, alors et qui soit là pour le coup entrepreneur. Et donc, moi, je pose des questions comme, par exemple, tu vois, je demande à Jean Le Cam, voilà, quand tu es à des milliers de kilomètres des côtes et que ton bateau se retourne et que tu es dans l'eau froide, sous ta coque, avec ta frontale, à chercher ta combinaison de survie qui n'est pas à sa place, tu penses à quoi? Et tu vois, et très calmement, il te dit t'es dans l'action, alors tu cherches, de toute façon, tu sais que... Si tu trouves pas, tu crèves. Voilà, où tu demandes à Claudie Aigneret, qui est la première femme française et même la seule femme française astronaute encore aujourd'hui, donc qui soit allée dans l'espace par définition. Tu lui dis, alors d'accord, t'es monté sur la station Mir en 96, t'es monté sur la station sur l'ISS en 2001. Mais en fait, ça c'est les deux missions qu'on connaît, mais il y a une troisième mission, parce que quand même, tu as eu ta fille en 1998. Donc en fait, il y a trois missions. Enfin, tu vois, tu montes sur Mir, tu redescends, tu accouches, tu as ta fille, et tu repars là-haut sur l'ISS. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Dans ce sens-là d'ailleurs. Hein, ouais, je dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu vas dans le Kazakhstan t'asseoir sur 400 tonnes d'explosifs dans le Soyouz pour décoller vers la station ISS à 408 km d'altitude qui va à 28 000 km/h, donc tu cumules à peu près tous les dangers que l'être humain peut prendre, hein, c'est-à-dire la vitesse, l'altitude, l'explosif, enfin je veux dire, tu as toutes les raisons de mourir. Et là, tu es sur ta fusée et tu laisses ta fille de 3 ans sur Terre. Il se passe quoi dans ta tête? Enfin, tu vois, quand t'es parent, tu te dis quand même, ça doit pas être facile. Et alors, elle boit quoi? Non, mais elle te dit, alors on est préparé. C'est vrai qu'il y a toute une préparation psychologique, hein, tu vois, qui va avec, parce que c'est quand même vachement dur. J'avais écrit une lettre pour ma fille, avec des extraits du Petit Prince, avec des trucs comme ça. Tu vois. On a prévu. Au cas où, ouais. Et puis alors après, elle te sort son passeport d'être humain. Tu sais ce que c'est le passeport d'être humain? Donc ils ont en fait, ils ont une association des astronautes anonymes là, où ils sont 590 sur la planète, et elle te sort un passeport d'être humain. Elle se dit, parce que si jamais on te trouve dans l'espace, il faut qu'on puisse te ramener. Faut que tu dises où t'es. Tu dis, bon, d'accord. Ouais. Alors, avant les questions spontanées, t'es un vrai. J'ai pas parlé de la deuxième partie d'ailleurs. Ça, c'est la première partie. Oui, mais c'est la seule intéressante. Non, je plaisante. La deuxième est très bien aussi. La deuxième, c'est des pitchers, start-upers qui viennent présenter leur business et on leur fait un retour constructif sur la manière, avec un coach, voilà, pour leur faire un retour sur la manière de mieux présenter leur activité et donc leur donner un maximum de chances de réussite. Alors, toi qui aimes bien aussi manger et bien boire, avant les questions spontanées, ton dernier coup de cœur de bon vin que tu as apprécié, ou de bon resto, de bonne table, ou de plat au choix, qui t'a fait réagir positivement? De bon vin, un Alox Corton qui était très bon. Ah, très bien, c'est bien. Ouais. Et de bons plats. Alors, mais de bons plats, mais tu sais, moi je suis entrepreneur, je pense que le meilleur plat que Dieu ait pu créer, c'est les pâtes. Je vais te dire pourquoi. Sucre-lent. Parce que les pâtes, c'est bon et c'est pas cher. Et quand tu es entrepreneur, je peux te dire que c'est vraiment... Le plat parfait. Ah, c'est le plat parfait. Et alors, il se trouve qu'en plus, j'adore ça. Et donc,
bon, voilà, c'est peut-être pour ça que je suis devenu entrepreneur. D'ailleurs. J'avais une question, parce que tu as quand même fait quelque chose d'extraordinaire, c'est de faire de ta marque un nom commun. Il y a comme un frigidaire, aujourd'hui on dit j'ai fait un Blablacar. Comment tu fais pour garder un peu de modestie quand des millions de gens ont transformé ta marque en un objet finalement de tous les jours? Alors oui, c'est vrai que c'est devenu un peu comme Scotch ou Mobilette, qui étaient des marques et qui sont devenues un peu maintenant des mots communs. En fait, alors déjà la première fois où j'ai réalisé que ça allait être, ça pouvait être grand, je m'en souviendrai toute ma vie, c'est la première fois que j'ai entendu quelqu'un présenter, vendre Blablacar à un de ses amis. J'étais assis à un café à la place des Abbesses. Et là, il y avait 2 personnes qui étaient à la table d'à côté. Et il y en a 2 autres qui arrivent. Ils arrivaient de Bruxelles, ils s'assoient juste à côté. Et là, ils disent on a découvert un truc de dingue. On arrive de Bruxelles, on a payé 20 balles. Et là, il sort l'app, tu vois, et il commence à faire la démo du. Il fait la pub. Il fait ma pub. Là, la table d'à côté. Alors, t'as pris un deuxième café? Le gars, il dit, genre là, je buvais du petit lait, enfin du café en l'occurrence, mais et donc là, je me suis dit ouais quand même. Enfin donc du coup, tu sais, parce que tu vois les chiffres qui grandissent sur ta plateforme, mais c'est pas forcément concret dans la vraie vie. Là, quand tu le vois à la table d'à côté, le gars qui présente ton produit et qui fait ta pub, tu te dis waouh, là, on a franchi un stade, c'est vraiment grand. Et alors après, je pense que la marque, justement, j'étais conscient d'une chose, c'était que comme c'était un service grand public, il fallait que ce soit un nom qui marche, qui soit simple, qui soit sympa à prononcer. Et quand on a cherché la marque Blablacar, justement au changement entre covoiturage.fr et Blablacar, parce qu'on faisait l'expansion internationale, donc on ne pourrait pas continuer à s'appeler covoiturage, parce qu'en anglais, covoiturage, ça ne marchait pas. Et puis en espagnol, covoiturage, c'est nul. Donc du coup, il fallait s'appeler autrement. Donc on a cherché 250 marques, on a fait des tris, j'ai fait des tests de mémorisation. Et même sur des listes de 30, tu vois, tu envoyais 30 noms à des gens. S'il y avait Blablacar au milieu, ils se souvenaient toujours de Blablacar. Et donc les autres, ils les avaient oubliés. Ouais. Et donc, je me suis dit, bon, bah ça, ce nom, il va rester, quoi. Une fois que tu l'as croisé, tu le... Alors après, je me souviens de gens qui ont explosé de rire quand j'ai donné le nom en disant, t'es complètement taré, tu vas pas parier toute ta boîte sur un nom aussi débile. Et en fait, oui. Comme le nom, il fait soit marrer, soit au moins tu le retiens, oui. En fait, pour une marque grand public, tu as gagné parce que tu n'as pas besoin. Alors, ça, c'était mes cours de l'INSEAD qui m'avait appris ça. Pour que ta marque soit retenue, il faut que tu la prononces 7 fois par 7 canaux différents. Enfin, c'est une sorte de théorie. Donc, par radio, télé, print, web, tout ce que tu veux. Et quand les gens l'ont entendu cette fois ou vu cette fois, ils s'en souviennent. Sauf que là, je me rendais compte que même en donnant une liste de 30 noms par écrit à des gens, ils se souvenaient déjà de Blablacar en l'ayant lu une fois quand je leur redemandais un mois plus tard s'ils se souvenaient d'un nom. Donc, je me suis dit, je vais économiser des millions en marketing. Et d'ailleurs, ça a été le cas. Et parce que la marque est super sticky, quoi. Elle est super simple, les gens ont plaisir à le prononcer. Et tu pourrais la décliner, cette marque, avec, je sais pas quoi, des parapluies, du champagne Blablacar. Qu'est-ce qu'on peut faire? Jusqu'où on peut aller? Alors, on a lancé les. Alors, initialement, on les avait appelés les Blablabus. Maintenant, on les appelle les bus Blablacar parce que la marque Blablacar étant tellement forte que quand on a lancé les Blablabus, les gens ils disaient les bus Blablacar. Oui, bon. Tu dis non, on les a appelés les Blablabus. Non, monsieur, c'est pas ça. Non, c'est les bus Blablacar. Tu dis bon, d'accord, raté. Et donc du coup, voilà, les gens ont eu raison. Et donc maintenant, ça s'appelle les bus Blablacar. Et ça marche beaucoup mieux. Voilà, mais on a essayé de décliner, comme ça, tu vois. Édouard, après tiens, c'est Isabelle, puisqu'elle est là, Isabelle, pour une question, puis André, moi, ce qui fait qu'il oui, ici, M. Mayens. D'abord, juste avant la question, bravo, parce que ça fait plaisir d'avoir un géant français numérique, ça change des GAFA, on entend toujours parler d'eux. Et j'en viens à la question, c'est quand on a une position a priori dominante numérique sur un marché, ce que fait Google par exemple sur le référencement, est-ce que ça vous rend indéboulonnable ? Alors je pense que ça c'est le pire danger de se penser indéboulonnable. C'est un très bon bouquin d'ailleurs d'un ancien CEO d'Intel qui s'appelle Only the Paranoid Survive. Donc seuls les paranoïaques survivent. Je pense que la pire des choses, ce serait de penser qu'on est indéboulonnable. Donc non, on passe son temps à se remettre en question, à écouter les critiques, à essayer d'évoluer. Après, il y a des phénomènes dans le digital qui sont nouveaux et qu'on a découvert du coup au cours des 20 dernières années. C'est pour ça qu'il y a besoin d'ailleurs de considérer ces entreprises-là du numérique et de type place de marché de manière différente. Alors là, on parle des GAFAM, mais là, c'est parce que c'est extrême, c'est sur la planète entière.
il y a des dynamiques différentes dans ces business-là qui font que quand c'est une place de marché, c'est assez concentrateur. Je veux dire, comme Le Bon Coin, comme Airbnb, comme Blablacar, voilà, c'est des... Et puis évidemment, après, alors, il y a des choses qui sont encore plus poussées quand il y a des effets de réseau encore plus forts, type Facebook ou Google, qui ont des effets réseau absolument dingues, par les mails ou par les réseaux sociaux, ou les TikTok ou Instagram, des choses comme ça. Là, c'est des plateformes qui utilisent des effets réseau démultipliés et qui effectivement se retrouvent ultra concentrateurs. Et donc, il faut vraiment comprendre que ces activités-là sont effectivement différentes des industries qu'on a pu connaître jusqu'à il y a une vingtaine d'années. Ouais. Isabelle. Donc, bonjour, vous avez un parcours assez admirable. Du coup, une question toute simple, qu'est-ce que vous avez pu vivre comme échec? Quels ont été vos challenges? Quels ont été les moments difficiles? Acheter à 40 ans son appart, c'est quand même un sacré échec. 43. 43, ouais. Non, alors on a essayé 6 business models chez Blablacar, hein, ça on s'en souvient pas, mais ça a été un peu long. Jusqu'à ce qu'on trouve le bon. Hein. Donc la chance, c'est que j'ai pu voir des business models qui marchent pas du tout. Un business model qui marche, c'est celui qu'on a aujourd'hui. Et puis des business models, et ça c'est le pire de tout, c'est des business models qui marchouillent. C'est-à-dire que ça marche, mais pas trop. Enfin, en gros, faut les pousser, avec le pied, avec tout. Enfin, ça marche pas bien, quoi. Et donc ça m'a donné l'occasion de me rendre compte que quand un business model marche, ça se voit, quoi. Enfin, c'est pas, c'est à peu près évident. Donc voilà, donc on a quand même essayé 6 business models, c'est assez épuisant, hein, donc parce que 5 fois d'affilée, en gros, c'est comme courir un 110 mètres haies. Tes actionnaires étaient ravis à chaque fois ou pas? Non, ils disaient on va essayer autre chose. Non, je dis, ouais. Bah ouais, on va essayer autre chose. Donc voilà. Après, non, alors c'est pas forcément des échecs, mais c'est des prises de conscience du fait que pour aller innover, il faut passer outre sa peur de présenter sa création à d'autres. Et ça, je sais que la musique m'a beaucoup aidé là-dedans parce que j'ai fait beaucoup de musique. Et donc j'ai fait, j'ai fait des études classiques, on va dire en piano, mais après j'ai fait un peu de composition et j'ai même fait des chansons et trucs comme ça. Et je les jouais des fois devant des gens. Et ça, c'est extrêmement violent en fait. On se rend pas bien compte, mais le feedback, le retour que les gens peuvent avoir quand vous avez vous-même composé une chanson alors vous l'avez composée, vous la jouez. Vous chantez, vous avez aussi fait les paroles. Il y a votre voix aussi dedans, donc c'est quand même hyper intime. Et que là, vous sentez, vous faites écouter le truc, puis les amis font. C'est le bide, quoi. Ouais, non, c'est horrible. J'aime pas, c'est nul. Et là, c'est assez dur en fait. Et ça apprend à se détacher de l'œuvre. Parce que autant quand on va jouer un Chopin, si la personne trouve ça pas bon, il va critiquer à la limite notre exécution. Mais il va pas se mettre à critiquer Chopin. Il va pas dire non mais Chopin est nul parce que c'est pas trop possible parce que c'est quand même le meilleur. Mais là, quand on a composé une chanson et qu'on la met devant des gens et que c'est jugé, bah là c'est tout d'un coup, tout est jugé. C'est-à-dire toute votre composition, votre interprétation, vos paroles, vos choix de mots, tu prends pour tout. Et là, si c'est nul, bon, alors donc moi, ce que j'ai appris, c'est là pour le coup à être très ouvert au feedback et à être capable d'aller jusqu'à dire non mais vas-y, dis ce que tu penses. Tu sais, j'ai pas passé beaucoup de temps. En fait, parce c'est que pas vrai. Tous les faux culs qui vont dire que c'est bien aussi. Hein. Alors voilà. Les faux culs, faut pas les oublier. Hein, non, pas les oublier. Mais du coup, ça se voit aussi quand quelqu'un fait semblant. C'est vrai. Oh, qu'est-ce que t'es bien. Monsieur Mayens, André, voilà, dernière question pour un Catalan avec le micro qui est là. Oui, bonsoir. Pour reboucler par rapport à notre premier intervenant. Est-ce que tu es inscrit là sur la plateforme? Non, pas encore. Ah oui, qui est inscrit sur Blablacar? Qui est inscrit sur Blablacar? Tiens, c'est intéressant. Ma fille, oui. Voilà, alors qui a des enfants inscrits sur Blablacar? Voilà, entre les enfants et les inscrits. Il y a des arrière-petits-enfants inscrits sur la... Non, ouais. C'est 18 ans quand même. André. Oui, donc pour reboucler avec notre premier intervenant, on a beaucoup parlé business. L'humain dans Blablacar, c'est quoi? C'est des actionnaires salariés, des salariés qui ont droit 100%. aux actionnaires. Comment ça se passe? 100% des collaborateurs Blablacar sont actionnaires de Blablacar.
Donc voilà. Avec un marché du titre interne qui permettent aux gens de partir ou Alors oui, enfin il y a des mécanismes voilà d'achat des actions. Seulement la boîte est pas cotée, donc du coup c'est pas liquide. Bien sûr. Voilà, donc il faut profiter quand même des ouvertures ou des potentiels rachats par les investisseurs existants. Donc ça peut se structurer de temps en temps. Après, il y a des plateformes qui existent maintenant de revente justement d'actions non cotées. Vous devez connaître, il y a quelques plateformes, des captions, des trucs comme ça. Donc ça existe aussi. Et après, l'humain, il est aussi dans la communauté elle-même. Il y a des statistiques que j'adore sur la communauté Blablacar. On a alors 52% des gens qui ont voyagé en Blablacar qui disent que ça les a rendus plus ouverts aux autres. Donc déjà, rien que ça, en termes d'humanité, c'est fort. Et surtout la stat, je crois que je préfère, c'est que 21% des gens qui donc ont voyagé en Blablacar disent qu'ils ont déjà dit quelque chose à leur covoitureur qu'ils n'avaient jamais dit à personne. Ah oui, tu conduis mal. Non, c'est pas ça. Ça, ils l'ont peut-être déjà dit. Mais non, mais c'est en fait, tu vois, la voiture quand tu roules, tu sais, tu regardes devant, et donc tu as les yeux. Il n'y a pas de eye contact, c'est-à-dire les gens se regardent pas, ils regardent devant. Et c'est un peu comme chez le psy. Et donc du coup, on en parle beaucoup ce soir là. Et ouais, mais donc du coup, les gens ils disent des trucs, puis en plus c'est quelqu'un qu'on va pas revoir tout de suite, mais c'est quand même un cerveau utile pour nous à résoudre potentiellement des problèmes de vie. Donc on va lui en parler en se disant qu'après de toute façon c'est transactionnel, donc je le reverrai pas, donc c'est très bien. Et donc du coup, on est peut-être le plus grand psy du pays en fait. T'es aussi mythique, donc ça permet de draguer un peu aussi, non? Alors j'ai été invité à un nombre de mariages incalculable. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Les gens ils disent on s'est rencontrés en Blablacar, est-ce que vous pouvez venir à notre mariage, tout ça. Donc on a des bébés Blablacar aussi. Beaucoup, c'est génial ça. Voilà. Donc Frédéric Mazella, le bouquin il est juste au fond. Fred est un garçon formidable et fidèle également, notamment au Wine Business. Merci Fred d'avoir répondu présent à notre invitation. Et on va passer à table, mais avant vous pouvez dédicacer le bouquin.